Pendant plus de 3 décennies, Eustace Conway s'est présenté au monde comme une chose rare et presque mythique, une incarnation vivante de la pureté et de la détermination, un homme apparemment épargné par le bruit, les compromis et les distractions de la vie moderne. Pour ceux qui le regardaient, il semblait entièrement forgé par la nature sauvage et la discipline façonnée par les matins froids, le dur labeur et une philosophie qui rejetait le confort au profit du sens. Les téléspectateurs croyaient qu'ils étaient témoins de la vérité sous sa forme la plus brute d'une vie dépouillée jusqu'à l'essentiel et vécue sans excuse. Pourtant, au plus profond de la montagne, loin du regard des caméras et des admirateurs, une autre vie se déroulait parallèlement à celle que le monde connaissait. C'était une vie construite non pas sur le spectacle, mais sur des compromis difficiles, des luttes cachées et des vérités soigneusement enfouies sous une légende qui avait grandi plus vite que l'homme lui-même. Aujourd'hui, ces vérités enfouies commencent à faire surface, et avec elles vient la prise de conscience troublante que l'histoire en laquelle tant de gens avaient confiance n'était peut-être pas aussi simple ni aussi complète qu'elle le semblait. Pendant plus de 30 ans, Eustace Conway a vécu comme une contradiction vivante avec le monde moderne. Alors que les villes s'étendaient et que la technologie s'insinuait dans chaque recoin de la vie quotidienne, il restait ancré dans un paysage qui promettait quelque chose de plus ancien, de plus pur. Pour des millions de personnes, il n'était pas simplement un homme vivant sur une montagne. Il était la preuve qu'il était possible de s'échapper, la preuve que la discipline et la détermination pouvaient encore permettre de se tailler une vie à l'abri de la commodité, de la distraction ou de la dépendance. Cette croyance était puissante, et parce qu'elle était puissante, elle était aussi fragile. Pendant longtemps, rien n'a semblé remettre en cause cette image. Il n'y a pas eu de scandale, pas de faux pas publics, pas de changement spectaculaire, laissant présager une instabilité. Le changement, lorsqu'il s'est produit, est arrivé discrètement. Il s'est manifesté dans des moments si subtils qu'il était facile de les ignorer. Une pause qui s'est prolongée juste une seconde de plus que prévu avant de répondre à une question. Une trace de fatigue dans ses yeux qui ne s'est pas estompée avec le repos. Le sentiment que l'homme qui se déplaçait autrefois à travers le pays avec une certitude absolue portait désormais quelque chose d'invisible, quelque chose de pesant. Ses proches ont été les premiers à s'en apercevoir. Ils ont remarqué que ces silences devenaient plus longs, que les conversations perdaient parfois toute son attention. Ils ont remarqué que la montagne, qui était autrefois un lieu de clarté et d'ancrage, semblait exercer sur lui une pression nouvelle. Lorsqu'on lui demandait si tout allait bien, il répondait comme il l'avait toujours fait, avec une assurance calme et une confiance tranquille. Il disait qu'il allait bien, il disait toujours qu'il allait bien. Mais la montagne n'acceptait pas les réponses simples, et le temps non plus. Eustace Conway a construit sa vie sur l'endurance. Il a fait confiance à la discipline plus qu'au confort et à la solitude plus qu'au réconfort. Pendant des décennies, cette philosophie l'a porté à travers l'isolement, les épreuves et la fatigue physique. Elle a façonné son identité et défini son message. Mais l'endurance a des limites qu'aucun système de croyance ne peut effacer. Sous l'image d'une indépendance totale, une autre réalité s'est formée lentement et patiemment dans l'expectative. Pendant 3 décennies, il y a eu la vie que le monde a vue. Un homme dévoué à la simplicité, un personnage qui rejetait la dépendance au système moderne et acceptait les difficultés comme un enseignement. Cette vie était réelle. Elle avait été gagnée par un travail acharné et des sacrifices. À côté d'elle, cependant, il y avait une autre vie que personne n'était censé voir. Cette deuxième vie se déroulait loin de la montagne, dans des décisions tranquilles, prises par nécessité plutôt que par philosophie. Elle existait dans les responsabilités qui ne pouvaient être résolues par le seul instinct et dans les moments où les idéaux entraient en collision avec les réalités de l'âge des obligations et des conséquences. Cette vie cachée ne remplaçait pas celle que le monde admirait. Elle lui était parallèle, soigneusement contenue et étroitement contrôlée. Au début, la séparation semblait gérable, voire nécessaire. Eustache croyait profondément au message qu'il représentait. Il craignait que la révélation de la complexité ne l'affaiblisse, que la reconnaissance de la lutte ne dilue le pouvoir de l'exemple. Il a donc choisi le silence, il a choisi le contrôle, il a choisi de protéger l'histoire avec la même vigilance que celle qu'il mettait à protéger la terre elle-même.
Les années passent et le silence se transforme en habitude. Les petits compromis deviennent routiniers. Les explications sont simplifiées. Certains sujets sont discrètement évités. L'image du montagnard reste intacte parce qu'il le faut. Trop de gens y croient, trop de sens y est attaché. L'histoire n'appartient plus à lui seul et cette prise de conscience pèse de tout son poids. Au fil du temps, le coût de la double vie s'est alourdi. Les contraintes physiques se sont accumulées de façon telle qu'il n'était plus possible de les ignorer. Les blessures se sont prolongées et la guérison s'est ralentie. Chaque limitation a été ressentie comme une trahison de l'homme qu'il était connu pour être. Chercher de l'aide signifiait sortir du récit qu'il avait construit, admettre sa vulnérabilité, là où la force avait longtemps été son trait distinctif. Lorsqu'il a cherché de l'aide, il l'a fait discrètement, prudemment, toujours à l'abri des regards. Sur le plan émotionnel, la distance s'est creusée. Il y a eu des relations au-delà de la montagne qui n'ont jamais été rendues publiques. Des conversations qui ont révélé le doute, l'épuisement et des moments d'incertitude. Il y a eu de rares aveux parlés doucement et uniquement à ceux en qui il avait confiance que le maintien de l'équilibre devenait plus difficile. Ces aveux étaient importants. Ils ont marqué le début d'un changement interne qui ne pouvait pas être annulé. La montagne est restée son ancre, mais elle ne pouvait plus supporter seule le poids du silence. Au cours des dernières saisons, les signes sont devenus plus difficiles à ignorer. Les absences ont duré plus longtemps qu'auparavant. Les routines ont changé sans explication. Les appels téléphoniques ont été pris dans l'isolement. Les documents ont été gardés plus étroitement. L'effort nécessaire pour tout garder séparé a commencé à se manifester dans sa posture, dans sa voix et dans la façon dont il se déplaçait sur la terre, qui avait autrefois l'air de se déplacer sans effort sous ses pieds. Eustache le ressentait tous les matins. Chaque lever de soleil lui apportait à la fois gratitude et effroi. Gratitude pour la vie qu'il avait bâtie de ses propres mains et effroi face à la vérité qu'il n'était plus certain de pouvoir contenir. Il comprenait que quelque chose allait se produire. Il ne savait ni quand ni comment, mais il savait que l'équilibre ne pourrait pas durer éternellement. Le danger n'était pas seulement l'exposition, c'était l'effondrement, celui qui se produit lentement et silencieusement lorsque l'épuisement prend le pas sur l'objectif et que l'effort pour maintenir une image commence à consumer la vie qui la sous-tend. La montagne l'avait protégé pendant des décennies. Elle lui avait offert l'isolement lorsqu'il avait besoin de distance et la discipline lorsqu'il avait besoin de structure. Mais l'isolement amplifie aussi la vérité, et la discipline ne peut pas faire taire la réalité indéfiniment. La première fracture ne s'est pas annoncée de façon dramatique. Elle est arrivée comme un sentiment dont il ne pouvait se défaire, une prise de conscience croissante que la vie qu'il vivait et la vie qu'il montrait s'éloignaient trop pour être réconciliées. Pour la première fois en 30 ans, Eustace Conway a commencé à comprendre que la survie pourrait exiger quelque chose à laquelle il avait longtemps résisté, l'honnêteté. Et une fois que cette prise de conscience s'est imposée, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Dès qu'Eustace Conway est entré dans la conscience publique, son histoire a pris une forme claire et réconfortante. Il était l'homme qui s'éloignait loin des villes bondées, loin des horaires et des écrans, loin des systèmes qui, selon lui, affaiblissaient l'esprit humain. Ce que le public voyait, c'était la cohérence, une vie dépouillée, à l'essentiel, et vécue avec une détermination inébranlable. Chaque apparition renforçait la même image. Il se levait avec le soleil, travaillait jusqu'à en avoir mal au corps, et parlait avec conviction d'autonomie et de responsabilité. Il ne prenait pas de posture et n'exagérait pas. Son autorité provenait de son expérience et de ses difficultés. Les téléspectateurs lui faisaient confiance, car rien dans sa présence ne semblait mis en scène ou performatif. Il ne demandait pas à être admiré. Il existait simplement en tant que preuve qu'une autre façon de vivre était encore possible. Cette confiance est devenue le fondement de son identité publique. Au fil du temps, l'histoire a pris plus d'ampleur que l'homme lui-même. Il est devenu un symbole de résistance à la démesure moderne, un rappel de la discipline dans un monde indiscipliné. Des parents l'ont cité en exemple à leurs enfants. Des étrangers lui ont écrit des lettres pour le remercier d'avoir montré que la vie n'avait pas besoin d'être compliquée pour avoir un sens. Son nom est devenu synonyme d'authenticité, d'endurance et de détermination. Et c'est ce poids de sens, autant que toute épreuve physique, qu'il a finalement mis à l'épreuve, plus que la montagne ne l'a jamais fait. Ce que peu de gens comprennent, c'est à quel point cette image doit être protégée. Eustache a compris le storytelling bien avant que les caméras ne le suivent.
Il savait que le sens est façonné non seulement par ce que les gens voient, mais aussi par ce qu'ils ne sont jamais invités à remettre en question. La version de lui-même présentée au monde n'était pas fausse. Elle était incomplète, et cette distinction lui importait beaucoup. Il évitait les conversations qui s'approchaient trop de la logistique. Lorsqu'on lui demandait comment les terres étaient préservées ou comment les projets à long terme étaient soutenus, il redirigeait l'attention vers la philosophie. Lorsque la curiosité se portait sur les relations personnelles ou les réalités financières, il répondait par des principes plutôt que par des détails. Le message passait toujours en premier. Les gens n'ont pas besoin des détails, disait-il, ils ont besoin de la leçon. Et pendant des années, la leçon a fonctionné. Les difficultés physiques visibles à l'écran ont contribué à renforcer l'illusion d'une indépendance totale. Les téléspectateurs ont vu l'épuisement, les blessures. Ils ont vu le travail non filtré de la survie. En comparaison, les parties invisibles de sa vie semblaient insignifiantes. Si un homme pouvait endurer un tel niveau d'épreuve, il devait certainement dire toute la vérité. Mais la vie ne se prête que rarement à des récits précis. Dans les coulisses des choix était un fait qui n'atteignait jamais le public, des décisions qui nécessitaient une coordination au-delà de la montagne de la paperasserie, qui le liait à des systèmes qu'il critiquait publiquement, des conversations qui se déroulaient loin des feux de camp et des sentiers. Rien de tout cela ne lui paraissait être une trahison. Il s'est dit que la montagne avait besoin d'être protégée, que la terre et l'héritage ne pouvaient être préservés uniquement par des idéaux. Le compromis était le prix de la continuité. S'il révélait ses compromis, il craignait que le message ne se perde complètement. La pression s'est intensifiée au fur et à mesure que sa visibilité augmentait. Plus les gens croyaient au symbole, moins il y avait de place pour la contradiction. Tout aveu de dépendance ou de complexité risquait de transformer l'inspiration en accusation. L'image s'est donc durcie. Plus de distance, moins d'explications, des limites plus claires. L'homme de la montagne ne pouvait pas se permettre la nuance. Dès les premières années des 2020, cette rigidité a commencé à faire des ravages. Les exigences physiques du mode de vie sont restées constantes, mais le fardeau émotionnel s'est multiplié. Eustache s'est retrouvé à gérer les attentes autant que la survie. Chaque interaction a un poids, chaque moment public requiert de la vigilance. Il y a eu des moments où il a voulu s'expliquer. Il savait que la simplicité ne signifiait pas l'isolement, que l'indépendance ne signifiait pas le refus de l'aide. Mais il savait aussi à quelle vitesse ces explications pouvaient être déformées. Le monde a continué à voir ce qu'il attendait, un homme épargné par la vie moderne. Une figure de clarté morale dans une époque compliquée. Cette cohérence était réconfortante, mais elle était aussi de plus en plus insoutenable. La vie que l'on montrait au monde était réelle. Elle avait été gagnée au prix d'années de travail et de sacrifices. Mais ce n'était pas toute la vérité. Et le coût de la protection de cette vérité commençait à se manifester discrètement. Par une fatigue persistante, par des décisions retardées. Dans les moments où le masque a glissé juste assez pour que le doute s'insinue, le symbole a résisté. L'homme qui se cachait derrière commençait à s'épuiser. Loin des caméras et au-delà des moments soigneusement encadrés qui façonnent la perception du public. Eustace Conway a vécu dans une tension constante qui ne l'a jamais complètement quitté. Ce n'était pas de la peur au sens dramatique du terme, c'était un calcul. Chaque choix comportait la question silencieuse de savoir ce qui pouvait être révélé sans perturber l'image qui était devenue plus grande que l'homme lui-même. La vie privée qu'il a protégée ne s'est pas construite sur le scandale ou la contradiction pour le plaisir de tromper. Elle s'est construite sur la nécessité. Vivre sur la montagne exigeait plus que de la force physique et de la conviction. Elle exigeait une planification, une coordination et des décisions que l'instinct seul ne pouvait résoudre. Au fil du temps, ces décisions s'accumulaient pour former une seconde existence parallèle à celle que le monde croyait connaître. Les réalités médicales ont été parmi les premiers secrets qu'il a appris à garder. Des années de travail physique ont marqué son corps d'une manière qu'aucun public n'a jamais vue. La douleur est devenue familière. La guérison s'est ralentie. À certains moments, il ne pouvait plus ignorer les signaux que lui envoyait son corps. Chercher de l'aide signifiait quitter la montagne. Cela signifiait des consultations et des évaluations menées discrètement, loin de l'image d'une indépendance totale. Il ne parlait jamais publiquement de ces moments, non par honte, mais par crainte que la vulnérabilité ne soit prise pour de l'échec. Les responsabilités financières suivaient un schéma similaire. La préservation des terres nécessitait des ressources. Le maintien de projets à long terme exige une structure. Il existe des accords et des arrangements qui garantissent que la continuité et la protection et qui sont tous traités avec soin et discrétion. Des documents sont signés.
Il ne s'agit pas d'indulgence, mais de garantie. Pourtant, chacun d'entre eux a creusé le fossé entre l'idéal et la réalité. Le coût émotionnel de cette division a été plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il y avait des relations qui existaient au-delà de la montagne des gens qui le connaissaient, sans le mythe des gens qui voyaient la frustration côtoyer la discipline et le doute côtoyer la détermination. Avec eux, il n'est pas obligé d'afficher des certitudes. Il peut admettre son épuisement. Il peut se demander si la vie qu'il a construite est encore viable. « Je ne peux pas continuer à faire cela éternellement », a-t-il dit un jour, à voix basse, plus à lui-même qu'à quiconque. La montagne n'a pas donné de réponse. Ces moments d'honnêteté n'ont jamais atteint le public. Ils ont vécu dans des conversations tenues à distance du camp et loin de toute attente. Chacune d'entre elles a renforcé la vérité, selon laquelle même s'ils croyaient farouchement à la simplicité, la vie continuait à se compliquer. Le temps a introduit un autre bilan. Le vieillissement n'est pas quelque chose qu'il peut surpasser. Les blessures durent plus longtemps, la force fluctue. Le rétablissement exigeait une patience qu'il n'avait pas l'habitude de s'accorder. Chaque limitation était ressentie comme une trahison personnelle de l'image qu'il avait passé des décennies à défendre. Il y avait du chagrin sous la discipline. Le chagrin des moments manqués et des liens reportés indéfiniment. Choisir la montagne, c'est choisir la distance. Les anniversaires sont passés sans qu'on les reconnaisse. Les relations s'amenuisent avec le temps. Il accepte ses pertes comme le coût de l'engagement, mais leur poids s'accumule tranquillement. Le monde croit qu'il a complètement échappé à la société. En vérité, il avait exilé des parties de lui-même pour maintenir l'histoire. Le coût de cet exil est devenu plus difficile à ignorer au fil des années. Au milieu des 2020, la pression a atteint un point où le silence ne semblait plus protecteur. Un problème de santé l'a contraint à s'éloigner de la montagne plus longtemps que prévu. Les explications sont devenues vagues et les absences ont soulevé des questions. Les personnes qui avaient respecté ces limites pendant des années ont commencé à remarquer des schémas qui ne correspondaient plus au récit. À son retour, quelqu'un lui a demandé où il avait été. La question était décontractée, presque amicale, mais elle a frappé plus profondément que prévu. Il a hésité avant de répondre une pause si petite qu'elle aurait pu passer inaperçue pour quiconque ne l'aurait pas cherchée. Cette hésitation a révélé plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Vivre deux vies ne se limite pas à diviser le temps. Elle fracture l'identité. Plus Eustache essayait de préserver les deux versions de lui-même, plus elles se tiraient l'une contre l'autre. La montagne exigeait de l'honnêteté. Le public exigeait de la cohérence. Il se tenait entre les deux, de plus en plus incertain de la version de lui-même qu'il pouvait se permettre de perdre. Le sommeil venait plus difficilement. Les décisions sont plus longues à prendre. La certitude qui le définissait autrefois commence à s'estomper. Il se retrouve à remettre en question non pas les valeurs qu'il défendait, mais le silence qu'il utilisait pour les protéger. Le danger n'a jamais été exposé pour lui-même. Il s'agit d'une lente érosion de soi. Porter des secrets demande de l'énergie. Garder les contradictions exige une vigilance constante. Le fardeau s'alourdit d'année en année. Eustache commence à comprendre que la survie n'est plus une question d'endurance. Il s'agissait d'intégration. L'homme qu'il était en privé ne pouvait pas rester séparé de l'homme qu'il présentait au monde pour toujours. La montagne lui avait donné une raison d'être. Elle avait façonné sa discipline et aiguisé sa détermination. Mais elle ne pouvait pas le protéger de la vérité, selon laquelle aucun être humain n'existe dans l'isolement. Et pour la première fois depuis des décennies, il s'est autorisé à réfléchir à ce qui se passerait si le silence prenait fin. L'idée était terrifiante mais aussi inévitable. La pression commence à se fissurer. Le premier signe que tout se défaisait n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu d'effondrement sur la montagne ni d'affrontement public. Aucune annonce soudaine n'a forcé la vérité à éclater au grand jour. Au contraire, elle est arrivée discrètement déguisée en un épuisement qui refusait de se dissiper. Eustace Conway a toujours vécu avec la fatigue. La fatigue physique faisait partie de son quotidien. Mais cette lassitude était différente. Elle s'installait plus profondément, s'attardant même après le repos. Les tâches simples demandaient plus d'efforts. Les mouvements qui semblaient autrefois instinctifs exigeaient maintenant de la concentration. Il se disait que c'était temporaire une saison, un autre test d'endurance. Cette explication a cessé de fonctionner. Son corps a commencé à imposer des limites avec lesquelles il ne pouvait plus négocier. La douleur qui s'est estompée en une nuit s'est étendue sur des semaines. La guérison s'est ralentie d'une manière qui l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le recours à l'aide est devenu inévitable, et avec lui est apparue l'exposition même qu'il avait passé des années à éviter. Les rendez-vous étaient un synonyme de dossier,
et les dossiers étaient synonymes d'absence traçable. Chaque pas vers les soins ressemblait à un pas en arrière par rapport à l'image qu'il s'était forgée. Il a gardé ces moments pour lui préférant la discrétion à la divulgation. Mais la vie privée a des limites lorsque la réalité est assez dure. Dans le même temps, les contraintes financières ont resserré leur emprise. L'entretien des terres, la préservation des projets à long terme et le maintien de l'infrastructure qui soutient son travail ont exigé plus de coordination que jamais auparavant. L'ironie du sort l'accable. L'homme célèbre pour son rejet des systèmes modernes est de plus en plus dépendant de leur utilisation discrète. Chaque compromis lui semble plus lourd que le précédent. Il justifie chacune d'entre elles avec soin. La Terre a besoin d'être protégée, la mission a besoin d'être stabilisée. Ce n'était pas du luxe, c'était du nécessaire. Pourtant, la distance entre la croyance et la pratique s'est creusée, et avec elle un sentiment de malaise lancinant. Sur le plan émotionnel, la pression commence à se faire sentir. Eustache devient plus réservé, les conversations se raccourcissent. Les silences s'allongent. Ceux qui le connaissent le mieux sentent un changement. Il est toujours discipliné, toujours engagé. Mais quelque chose en lui se repliait sur lui-même comme s'il conservait de l'énergie pour une échéance qu'il ne pouvait plus repousser. Puis vint le moment qui changea tout. Ce n'était pas une dispute. Il ne s'agissait pas d'une accusation, mais d'une confrontation calme, exprimée avec inquiétude, plutôt qu'avec colère. « Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si cela n'existait pas », lui a dit quelqu'un. « Tu n'es pas qu'une idée, tu es une personne. » Les mots ont atterri avec une force inattendue. Pendant des années, Eustache a survécu en devenant le symbole que les autres voulaient qu'il soit. Les symboles ne vieillissent pas, ils ne s'affaiblissent pas. Ils n'ont pas besoin de repos ou de réconfort. Les gens si. Cette distinction n'a jamais été aussi nette. Il s'est alors rendu compte que sa plus grande peur n'était pas d'être exposé, mais d'être mal compris. Il craignait que la révélation de toute la vérité ne réduise des décennies de travail à une simple accusation d'hypocrisie, que la complexité de sa vie ne soit réduite à un simple jugement. Le poids de cette éventualité pesait plus fort que n'importe quel travail physique. Des rumeurs ont commencé à circuler discrètement, non pas de scandales, mais d'incohérences. De petites questions ont fait surface. Pourquoi ces absences prolongées? Pourquoi ces changements soudains dans la routine? Pourquoi ces réponses prudentes? Chaque question était comme une sonnette d'alarme. Eustache a répondu de la seule façon qu'il connaissait en resserrant le contrôle. Moins d'explications. Plus la pression monte, plus la structure se rigidifie. Mais la rigidité a un point de rupture. La montagne, qui avait été un refuge, commence à se sentir isolée d'une nouvelle manière. Le silence n'offre plus la paix. De longues heures de solitude l'ont confronté au coup du maintien de deux vies qui ne s'accordent plus. Il s'est retrouvé à un carrefour qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. L'une des voies était la continuation. Maintenir l'image supportait les contraintes. D'un côté, l'espoir que le corps et les circonstances tiennent un peu plus longtemps. De l'autre, l'honnêteté. Un compte-rendu complet des compromis et des contradictions qui ont façonné sa vie. Aucune des deux options ne semblait sûre. La décision est de rester en suspens jusqu'à ce qu'elle ne soit plus de son ressort, parce que les secrets se dévoilent rarement de leur propre chef. Elles font surface à travers la fatigue, la paperasserie et les questions préoccupantes qui refusent de s'estomper. Les systèmes dans lesquels il croyait pouvoir naviguer de manière invisible ont commencé à lui renvoyer ces contradictions. La pression ne s'est pas simplement relâchée. Eustache a commencé à comprendre que la survie n'était plus une question de force ou de discipline, mais une question de calcul. Il s'agit de choisir de rester divisé ou d'affronter les conséquences de l'intégration. La montagne l'a porté pendant des décennies. Elle a façonné sa détermination et protégé sa solitude. Maintenant, il exigeait quelque chose de différent. Il exigeait la vérité, le dévoilement. Lorsque la vérité a enfin commencé à faire surface, elle n'est pas arrivée de manière spectaculaire. Il n'y a pas eu de gros titres soudains ou de déclarations dramatiques. Au contraire, elle a émergé lentement, morceau par morceau, à travers des conversations qui ne pouvaient plus être réorientées et des détails qui refusaient de rester confinés. Ce qui avait été soigneusement géré pendant des décennies a commencé à glisser à travers les fissures créées par l'épuisement et le temps. Au début, c'était subtil. Une confirmation d'une absence qui ne correspondait plus à l'explication publique. Un document cité en référence par quelqu'un qui supposait que l'information était déjà connue. Une reconnaissance discrète par une voix de confiance que trop de questions circulaient maintenant pour être ignorées. Rien de tout cela n'était explosif en soi. L'ensemble forme un tableau que l'on ne peut plus ignorer. Les proches d'Eustache ont réagi les premiers. Certains se sont sentis blessés. Non pas à cause de ce qu'il avait fait,
mais à cause de ce qu'il avait caché. Ils s'étaient tenus à ses côtés, avaient respecté ses limites et défendu ses valeurs, croyant qu'ils partageaient toute la vérité. Se rendre compte qu'il y avait une autre couche depuis le début a créé de la distance là où la confiance vivait auparavant. D'autres ont réagi avec compréhension. Ils ont vu le poids qu'il avait porté et l'équilibre impossible qu'il avait maintenu. Ils ont reconnu que la vie qu'il avait vécue publiquement était réelle, même si elle n'était pas complète. Pour eux, cette révélation ne l'a pas diminué, elle l'a humanisé. Eustache a absorbé tout cela en silence. Il ne s'est pas empressé de s'expliquer. Il n'a pas fait de déclaration destinée à contrôler la narration. Au contraire, il a regardé l'histoire se déplacer hors de sa portée. Pour la première fois depuis 30 ans, il ne gérait pas la perception, il répondait à la réalité. La réaction du public a suivi le même chemin divisé. Certains l'ont accusé d'hypocrisie, estimant que prêcher la simplicité tout en s'appuyant sur des systèmes invisibles trahissait les idéaux mêmes qu'il représentait. Pour eux, la contradiction l'emportait sur tout le reste. Le symbole s'était fissuré et ils ne pouvaient réconcilier cette fracture. D'autres l'ont défendu avec acharnement, arguant que la simplicité n'est pas synonyme d'isolement et que l'autonomie n'est pas synonyme de refus d'aide. Ils rappellent que la survie a toujours impliqué une adaptation même pour ceux qui vivent le plus près de la terre. Pour eux, l'attente de la pureté est la véritable illusion. Pris entre ces réactions, Eustache reste immobile. Lorsqu'il a finalement pris la parole, ses mots étaient mesurés et dépourvus de toute défensive. Il a déclaré qu'il n'avait jamais cessé de croire en la vie qu'il menait et que les valeurs qui le guidaient n'avaient pas changé. Ce qui a changé, c'est sa compréhension de la responsabilité envers la terre, envers les gens, envers lui-même. La croyance, a-t-il admis, n'annule pas la réalité. Cet aveu a changé le ton de la conversation. Il a recadré la double vie non pas comme un stratagème, mais comme une stratégie de survie qui a fait son temps. Une structure construite pour protéger le sens qui est finalement devenu un fardeau trop lourd à porter. L'effilochage a fait mal. Les relations ont dû être renégociées. La confiance s'est rétablie lentement et de manière imparfaite. Certains partisans se sont retirés, ne pouvant ou ne voulant pas s'accommoder de la complexité de la vérité. D'autres sont restés leur respect, étant désormais fondé sur l'honnêteté plutôt que sur l'idéalisation. Pour Eustache, le changement le plus profond a été interne. Le calcul constant qui gouvernait auparavant chacun de ses mouvements a commencé à s'estomper. Il n'a plus à décider quelle version de lui-même présenter. Il n'a plus à garder le silence comme s'il s'agissait d'une armure. Le soulagement est silencieux mais indubitable. Il y avait aussi du chagrin pour les années passées, divisées, pour les conversations reportées, pour les moments où la peur de l'incompréhension l'empêchait de s'exprimer ouvertement. Il reconnaissait le coût de la protection d'une image qui ne pourrait jamais représenter pleinement une vie humaine. Pourtant, le chagrin s'est accompagné d'une certaine clarté. Le mythe qu'il avait incarné n'était pas censé être permanent. Il s'agissait d'une porte, pas d'une destination. L'erreur était de croire que le sens exigeait la perfection. Lorsque la poussière est retombée, Eustache est retourné à la montagne avec une posture différente, ni défensive, ni performative, simplement présente. Il a travaillé comme il l'avait toujours fait, mais sans le poids des prétentions qui pesaient sur lui. La montagne ne l'a pas jugé, elle ne l'a jamais fait. Ce n'est pas l'homme qui s'est défait, mais le silence qui l'entourait. Et dans ce dénouement, quelque chose d'inattendu est apparu, la liberté. Pas la liberté de l'isolement ou de la fuite, mais la liberté d'être considéré comme entier, imparfait, adaptable, humain. La légende n'a pas survécu intacte, mais l'homme, oui. Après la vérité, la vie s'est installée dans un rythme différent, non pas plus doux ni plus facile, mais plus stable. Le bruit qui a suivi les révélations a fini par s'estomper, laissant derrière lui quelque chose qu'Eustace Conway n'avait pas connu depuis des décennies. Un calme sans tension. La montagne est restée inchangée. Les mêmes lignes de crête, les mêmes routines sont dictées par le temps et la lumière du jour. Mais l'homme qui parcourt ces chemins se déplace désormais différemment. Il y a moins d'urgence dans ses pas, moins de calcul dans ses choix. Pour la première fois depuis des années, il ne mesurait pas chaque mot à l'aune de l'image qu'il s'était autrefois senti obligé de protéger. Les journées devenaient plus calmes d'une manière qui le surprenait. Sans le fardeau du secret, l'épuisement n'avait plus le même poids. Il sent encore les limites de son corps. L'âge ne s'est pas inversé, la douleur n'a pas disparu. Mais il est soulagé de ne plus faire comme si ces limites n'existaient pas. Les accepter ne l'affaiblit pas, mais l'enracine. Les conversations ont également changé. Là où il se défilait, il expliquait maintenant. Là où il était sur ses gardes, il clarifiait maintenant. Il a parlé de responsabilité plutôt que de contradiction de gestion, plutôt que de pureté.
Le langage des absolus a cédé la place au langage de l'expérience vécue. Certains l'ont écouté, d'autres non. Il a accepté les deux. Le monde a peu de patience pour la complexité, et Eustache l'a compris mieux que quiconque. Pendant des années, il a profité de cette impatience. Le mythe a été simple, propre, facile à admirer. La vérité n'était rien de tout cela. Ce qui restait, c'était quelque chose de plus silencieux, mais de plus durable. La montagne ne servait plus d'échappatoire à la société. Il est devenu un lieu d'intégration, un espace où l'homme public et l'homme privé ne sont plus en concurrence pour la domination. Il croit toujours profondément aux leçons que la Terre lui a enseignées. Discipline, conscience, respecte des limites. Mais ces leçons s'étendent désormais à l'intérieur. Il s'autorise à se reposer sans culpabilité. Il s'est permis des connexions sans crainte. Il y a eu des moments de regret, mais il n'a pas prétendu le contraire. 30 années de division ont laissé des traces qui ne peuvent être effacées. Des relations qui auraient pu s'approfondir sont restées prudentes. Des occasions d'être honnête sont passées inaperçues. Il a reconnu ses pertes sans les dramatiser. Il a appris que le regret n'exigeait pas de punition, mais une reconnaissance. Les partisans qui ont continué à s'intéresser à son histoire le voient désormais différemment, non pas comme un symbole hors de portée, mais comme un homme qui navigue dans les mêmes contradictions que tout le monde, mais de manière plus visible. Certains ont trouvé ce changement décevant. D'autres l'ont trouvé plus inspirant que le mythe ne l'a jamais été. Il avait l'habitude d'arrêter, d'essayer de prévoir la réaction qu'il allait recevoir. La prévisibilité avait autrefois été ressentie comme une sécurité. Désormais, l'incertitude lui semble honnête. Le plus grand changement est intervenu dans sa façon de mesurer le succès. Il n'est plus défini par la mesure dans laquelle il correspond à un idéal. Elle était définie par l'alignement, par le fait que ses actions reflétaient ses valeurs sans effacer son humanité. La double vie avait pris fin non pas parce qu'elle avait échoué publiquement, mais parce qu'elle avait échoué en privé. Elle exigeait un niveau de séparation qu'aucune personne ne peut supporter indéfiniment. 30 années d'équilibre ont engendré un coup qui n'est devenu visible qu'une fois le poids posé. La montagne n'exige pas la perfection, elle ne l'a jamais exigée. Il fallait être attentif, s'adapter, respecter les conséquences. Les mêmes principes s'appliquaient à la vie au-delà. Au fil des saisons, l'histoire de l'effilochage est devenue moins centrale. Elle n'a pas disparu, mais elle a perdu de son acuité. L'urgence s'est dissoute dans la réflexion. Les controverses se sont adoucies dans le contexte. Ce qui a perduré, c'est la leçon qu'il a surpris lui-même. Le plus grand mythe n'a jamais été qu'il vivait en dehors du réseau. Le plus grand mythe, c'est que quelqu'un peut vraiment vivre en dehors du réseau de connexion et de responsabilité. L'indépendance, il l'a compris, n'est pas l'isolement. C'est le respect des limites de la vérité des conséquences. Eustace Conway est resté sur la montagne, non pas comme une figure intouchable, mais comme un homme qui s'est regardé en face et qui a choisi l'honnêteté plutôt que la préservation. La légende s'était fracturée. La vie qui a suivi était entière. Pendant des décennies, la montagne a protégé le mythe. Si cette histoire a changé votre façon de voir la survie, l'authenticité et le prix à payer pour porter une légende, restez avec nous. Abonnez-vous pour d'autres histoires inédites où la force rencontre les conséquences et où la vérité l'emporte finalement sur l'illusion. Parce que parfois la nature sauvage la plus difficile à survivre est celle que nous construisons à l'intérieur de nous-mêmes.